Alors, ce soir, nous allons, parler ufologie, nous allons parler, abduction et rencontre du troisième type, hein, rencontre extraterrestre. Il y a, une affaire qui s'est passée en France, une affaire qui s'est passée au Japon et une qui s'est passée en Afrique. Je rentre du boulot. Oui, j'ai vu ton petit mot, j'espère que ça va aller pour toi. Écoute, comment souhaite-lui, allume une bougie, voilà. J'ai vu ton post juste avant de lancer le live. Donc voilà. Oui, essayez d'être plus attentif à ce qu'elle publie, Stella, elle publie des trucs intéressants et sa remarque, je la comprends tout à fait. Elle, ça va aller, c'est normal les choupis, mais ça va aller. Hem, Elle publie pas mal de contenu. Alors, en étant créatrice de contenu, je suis la première à vous dire que ça prend énormément de temps de préparer, des petites vidéos, et cetera. Vous ne savez même pas, vous n'avez même pas l'idée du temps que ça peut prendre. Alors, comme je disais à Stella, parfois il faut lâcher prise, hein, parce que, moi j'ai dû lâcher prise. Je me rends compte que de toute façon, que je le dise ou que je le dise pas, ça change quand même rien. Qu'on sache que je prends des heures pour préparer des lives, voire même parfois des semaines et que derrière, eh bien, il y a pas de retour, beh, quelque part ça peut être gonflant et encore plus quand il s'agit des enquêtes paranormales parce que coucou Métos, quand on fait des enquêtes bah, le matériel, on l'achète et tout, mais c'est aussi pour nous, mais c'est aussi pour vous. Donc voilà, et en fait, Stella, elle prend beaucoup de temps à faire ses petites vidéos et cetera et en étant créatrice chez CapCut, je peux vous dire que, une vidéo que vous allez regarder qui dure peut-être, 40 secondes, voire 1 minute, bah, pour vous, ça dure le temps de la regarder. Coucou, Sophia. Et mais en fait, derrière, il y a plusieurs heures de travail là-dessus. Les écritures, ça prend énormément de temps à les incluer une à la fois, hein, une phrase à la fois, afin que ça défile avec un temps bien précis, et cetera. Donc je comprends tout à fait que Stella, elle avait envie d'arrêter. Voilà, parce que quand, on n'a pas de retour de rien, beh, on a l'impression qu'on le fait pour rien. Elle va faire dodo. Donc je la comprends tout à fait. Après moi je l'ai un peu poussée pour qu'elle continue. Si elle avait dit qu'elle arrêtait, j'aurais tout à fait compris qu'elle arrêtait parce que je vous avoue qu'il y a des fois, même moi, je me dis, «J'arrête tout». Il y a des fois, voilà, trouver la musique, les photos, le texte qui va avec, puis tout faire, toute la vidéo, faire le montage et cetera, ça prend un temps fou. Ça prend un temps fou. Rien que pour quelques phrases, ça prend un temps fou. Voilà, et en plus, quand on est d'un téléphone, c'est encore pire. Donc voilà. Donc bah, si vous la suivez, hein, soyez sympa, hein, allez liker, ses publications, prenez du temps de lui faire un retour sur ses publications et cetera. Voilà. Parce que je pense que Stella, ce qui lui plombe le moral, c'est que quand elle met des trucs un peu con ou des trucs un peu osés pour rigoler et cetera, il y a beaucoup plus de retours que quand c'est autre chose et je pense que c'est ça qui l'impacte, franchement. Voilà, ainsi c'est dit. Alors, passons à notre sujet du jour. Donc on va parler ufologie.
Parce qu'il y a quand même, chaque jour, hein, il y a plus ou moins 150 personnes qui disparaissent en France et si l'immense majorité de ces disparitions a à voir avec des adolescents mal dans leur peau, il y en a d'autres cas, hein, qui, nous laissent parfois un peu perplexes, surtout quand, les disparitions mêlent des personnes qui habitent en France, comme à Cergy-Pontoise. Des ovnis en forme de boule lumineuse et des gendarmes bien de chez nous. Si, l'agglomération, francilienne ne fait que rarement les gros titres de la presse, cette affaire reste l'une des plus médiatisées, mais surtout l'une des plus curieuses depuis les 30 dernières années. Tu as vu cette histoire qui a dit que les in existent? Oui, je sais, j'ai entendu vaguement un truc passer, tout à l'heure, mon chéri qui regardait une vidéo et du coup, moi, j'ai entendu vaguement, mais j'étais occupée à autre chose donc je ne sais pas, j'en sais pas plus, mais je sais que normalement, il avait parlé Io Carpaccio, de donner beaucoup plus, de renseignements et que, les gens devaient savoir donc on verra bien. Le 26 novembre donc 1979, 2 jeunes hommes passablement affolés, Jean-Pierre Prévost et Salomon Ndiaye, expliquent aux gendarmes de Cergy-Pontoise qu'un dénommé Franck Fontaine a disparu après une rencontre avec une boule lumineuse. Selon leur dire, alors que les 3 amis chargeaient leur voiture vers 4h30 du matin. Ah, c'est chez moi. J'ai été à Cergy-Pontoise il y a quelques années. Heu, donc les 3 amis chargeaient leur voiture vers 4h30 du matin pour partir au marché de, Gyros. Je pense que ça se dit comme ça. Gyros ou Gyros, c'est G-I. Heu, Franck aurait alors pris la décision de se rapprocher en voiture pendant que Salomon et Jean-Pierre, récupéraient leur appareil photo pour immortaliser cet instant unique. La suite est la suivante. Et bien, en fait, Jean-Pierre Prévost va la raconter et il est dans une reconstitution, télévisée diffusée en 1980. Dans celle-ci, le jeune homme évoque 3 ou 4 petites sphères qui tournaient, autour de, la voiture et les sphères auraient fini par fusionner pour donner naissance à une sphère, enfin non pas une sphère, mais, quelque chose de très lumineux en forme de cigare qui aurait emporté Franck avec lui. Carpaccio. Oui, c'est joli les bords de l'Oise. Moi, j'avais été à, c'est à Cergy, hein. Oui, à Cergy-Pontoise, j'ai été passer une nuit parce que j'ai une copine qui habite, tout près de Paris, dans ce coin-là et elle organisait une fête, elle m'avait invitée, donc j'avais pris, l'hôtel, c'est, un tout petit hôtel pas cher, je me rappelle plus du nom, mais c'était à Cergy-Pontoise. Je me rappelle que c'était tout près d'un grand parking, voilà, ouais, voilà, c'est ça, Formule 1, merci. Et beh, j'avais été là et je voulais repasser par, le village de Goussainville, hein, vous savez le village abandonné, mais comme j'étais seule, j'ai pas osé y aller. Oui, tout à fait, c'est vrai. Je te jure que c'est vrai. C'était, c'était avant le covid, hein, je pense que c'était en 2017. Donc après, les avoir écoutés, les gendarmes plutôt intrigués procèdent immédiatement à des tests. Aucun des 2 hommes n'est bourré ou drogué. Non, j'avais une douche dans la chambre. J'ai un vieux bouquin sur les extraterrestres qui doit traîner dans ma bibliothèque. Ah oui, mais c'est intéressant les trucs d'extraterrestres, hein.
Qu'attendre de plus de la part de gendarmes mal réveillés et peu enclins à écouter des histoires d'ovnis? Après leur passage à la gendarmerie, Jean-Pierre et Salomon rentrent chez eux. L'affaire est confiée au commandant Courcou. S'il expliquera aux journalistes qu'il est sceptique quant à cette histoire d'OVNI, il ordonnera tout de même aux gendarmes de combattre la campagne pendant plusieurs jours. Mais toujours aucune trace de Frank Fontaine. Présence des extraterrestres de Eric von Däniken. Mais chaque qui déménage. Sa voiture est garée à proximité de la centrale électrique où il aurait disparu, mais elle est vide. Aucune trace d'OVNI non plus. Le commandant Courcou affirmera avoir passé toute la zone au compteur Gégère et contacté tous les radars. Radars militaires, hein, entendons-nous bien, sans obtenir de résultats. En cherchant dans la vie de Frank, les gendarmes ne trouveront rien qui aurait pu laisser penser à une fausse disparition, si ce n'est que, il n'a pas d'argent, il n'a rien du tout. Mais sinon, c'est quelqu'un de comme vous et moi. Sauf que 8 jours plus tard, Frank Fontaine réapparaît et les gendarmes apprennent à la radio que le jeune homme est de nouveau chez lui, peinard. Selon l'intérêt, il se serait réveillé dans un champ de choux à l'endroit exact où il aurait disparu, sans avoir conscience que cela faisait 8 jours qu'il avait quitté ses amis terriens. Rappelez-vous, on a une histoire similaire, hein, avec l'affaire Monet, mais il y a aussi cette histoire-là avec, comment il s'appelait? C'était Wyatt, aux USA, qui, travaillait dans les bois avec ses amis et qui a disparu une semaine. Il me semble que c'est ça le nom, mais je ne suis pas sûre de moi. La radio qui a annoncé la nouvelle aurait reçu un appel anonyme. Salomon va expliquer plus tard que l'appel venait de lui, justifiant cet acte étrange par la volonté de retrouver son ami avant que la police ne soit au courant. C'est ça, hein? Il me semble bien que c'était ça. Frank est immédiatement, convoqué par le parquet de Pontoise, mais là encore, rien d'anormal. Il va confirmer les dires de ses amis, tout en affirmant ne se souvenir de rien du tout, après avoir vu ces boules lumineuses l'entourer et entourer bien évidemment la voiture et crier comme une espèce d'épais brouillard. Comme le précise le procès-verbal d'ailleurs dans les explications de ses amis. Au final, personne ne sait ce qui est arrivé à Frank. Lors de son retour, il portait les mêmes vêtements que lors de sa disparition, sans aucune trace de boue. Il avait toujours ses 100 francs sur lui, donc il n'avait dépensé aucun argent pendant cette semaine. Il ne s'était pas changé pendant une semaine. Il ne savait pas où il était pendant une semaine. C'est un véritable mystère. Parce que s'il était parti, vous savez, par exemple dans les bois ou quoi, qu'il aurait une amnésie passagère, même que pour avoir une amnésie comme ça, sans recevoir de coups et tout, c'est bizarre. Il serait revenu, il aurait été sale, il aurait eu de la boue sur lui, ses semelles de chaussures auraient été sales et tout. Sauf que là, rien, nada. Il est rentré chez lui comme il était parti. Puis, on a le missing time, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir conscience du temps qui s'est écoulé entre la disparition et le retour. Il se retrouve dans presque tous les récits de personnes affirmant avoir été enlevées par des extraterrestres. Peu de temps après, l'ancien disparu semble retrouver doucement la mémoire et face aux journalistes, il expliquera qu'il a été enlevé par ce que l'on appelle des extraterrestres. Portail temporaire, c'est possible aussi.
Mais le portail, vu qu'il a disparu, tu vois, dans sa voiture à un endroit bien précis, le portail, il s'est ouvert, refermé et puis il s'est réouvert dans un champ. Donc il faut qu'il ait été, non, ils avaient pas bu. Ils n'avaient ni bu, ni l'un ni l'autre, ni été drogués, rien du tout. Donc il y a pas de blackout éthylique et même un blackout éthylique de 1 semaine, carpaccio, c'est un peu gros quand même. Un coma, éthylique de 1 jour ou 2, OK. Et puis, forcément, si tu as un blackout, bah, tu vas marcher dans une direction, comme je le disais tout à l'heure. Si tu t'en vas dans les bois ou dans la rue ou n'importe quoi, tu vas marcher, tu vas t'encrasser quand même sur 1 semaine. Faut pas venir me dire que, pendant 1 semaine, tu vas revenir clinique comme quand tu es parti. C'est pas possible. Donc Franck ira même jusqu'à déclarer: «Non, je n'ai pas tout dit», avant d'évoquer son séjour agréable chez, les extraterrestres. Avec de telles informations sur les phénomènes, aérospatiaux non identifiés, seul un organisme habilité à enquêter sur ce genre de disparition, hein, peut faire la lumière sur cette histoire. Sauf que Franck ne leur accorde pas beaucoup de crédit. Parce que vous connaissez le GEPAN qui est, l'organisme qui s'occupe de ça en France. Semaine de coma éthylique, c'est pas possible. On est d'accord? Tu peux partir avec des extraterrestres dans ton lit et revenir dans ton lit, ni vu ni connu. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, les membres du GEPAN vont proposer à Franck de venir passer des examens et le 4 décembre 1979, il refuse de donner suite à cette demande en expliquant qu'il est trop fatigué. Au cours d'une conférence de presse, il dira: «Je ne me souviens de rien tant que je n'ai pas la garantie de l'État qu'on ne m'enfermera pas», parce qu'il ne voulait pas être pris pour fou. Rappelez-vous quand on avait fait, quand on a parlé de l'histoire de monsieur Monet, alors on en a parlé ici et puis on avait regardé une émission où il avait été invité chez De Chavannes, c'était Ciel Montmardi, je pense, si je dis pas de conneries ou c'était un autre, mais que soit et où les journalistes se foutaient ouvertement de lui. Voilà. Ils lui ont même pas laissé un crédit de je ne sais pas ou de peut-être. Autant les extraterrestres, ils te font des bails chelous et quand tu reviens, tu es enceinte de oui, bah, il y a eu des cas comme ça. Tu t'en rappelles, hein, Jérôme? Et du coup, bah, voilà, c'est vraiment chelou, heu, comment de vivre quelque chose comme ça et de ne pas pouvoir le raconter ou de le raconter et d'être pris pour fou. D'ailleurs, rappelez-vous, je vous avais même expliqué parce que j'avais fait un live, sur Pierre Monet, il y a des années, à mes débuts sur YouTube et quand on en a reparlé ici sur la chaîne Twitch, eh bien, je vous avais expliqué que le blog qu'il avait ouvert avait été fermé. Ils veulent créer des hybrides. Oui, après si on remonte, en arrière et qu'on croit, à la théorie avec les Anunnaki, dont on a parlé déjà ici et qui est extrêmement controversée, l'être humain aurait été créé par, le dieu Enki et Enlil et les Anunnaki pour créer des êtres humains pour aller dans les mines et ils vivaient beaucoup plus longtemps que nous et après on leur a mis parce qu'il y avait que des hommes, après ils ont créé la femme et après, se rendant compte que le monde était surpeuplé d'enfants, comment? Ils auraient décidé d'écourter, la vie de la vie des êtres humains. Donc en en condensé, hein, entendons-nous bien, parce qu'on en avait fait tout un live, on a parlé de toutes les théories possibles et inimaginables, mais ça avait été soulevé.
Le journaliste écrivain de science-fiction et ufologue Jimmy Guieu, Henri René Guieu, de son vrai nom, se présente à eux. Il parvient à les rencontrer directement, accompagné d'un hypnotiseur. Franck accepte de discuter, mais refuse l'hypnose, contrairement à Jean-Pierre, et l'une de ces séances enregistrée à la radio laisse entendre que Prévost a lui aussi été en contact avec des entités dans un vaisseau extraterrestre. À partir de là, Franck commence à se souvenir et Jimmy pousse les protagonistes à raconter leur histoire. C'est ainsi que le 21 décembre 1979, Franck va donner un interview à Paris Match dans lequel il explique avoir repris connaissance dans un laboratoire. Il y a plusieurs machines, des cadrans lumineux, et dans la pièce, il y avait des petites boules lumineuses, grosses comme des oranges, qui se déplaçaient et qui parlaient. On me parlait, on conversait avec les boules. Entre-temps, Jimmy leur propose d'écrire un livre qui raconterait toute l'histoire, évidemment. Laisse-moi avec des compliments, ça fait du bien. Elle est jalouse. La foule attend l'arrivée des extraterrestres devant la centrale électrique de Cergy-Pontoise, là où Franck Fontaine aurait été enlevé. J'ai une photo, hein, je vous la montrerai. Tiens, ça me fait penser, j'ai pas préparé mon dossier. Mais là, je ne suis pas trop rentrée dans les détails, mais il y avait, ça a été aussi à cause de l'histoire avec, la secte Raël, je ne sais pas si vous vous en souvenez? On en avait parlé ici. Bon, où est-ce qu'elle est cette photo? Tiens, elle est pas dans mon dossier. Parce que j'ai fait un dossier. Tiens non, je l'ai pas. J'ai des autres, mais j'ai pas celle-là. Si vous voulez, rappelez-vous que, la secte de Raël là, ils croyaient fermement que les extraterrestres allaient venir sauver la terre et cetera et cetera et du coup, lui, il avait eu des contacts avec eux et ils avaient expliqué ça, j'ai fait un live sur eux, quand j'ai parlé des sectes. On a déjà parlé des sectes. On y reviendra, il faudra refaire un thème sur les sectes, plus tard. Mais oui, tu peux m'envoyer si tu veux, hein. Après, méfiez-vous de ce que vous dites, avec lui quand même, parce que moi je connais, des créateurs de contenu qui ont parlé de ce qu'ils faisaient, et qui sont en justice, aujourd'hui. Donc, il faut vraiment faire très attention avec ça et avec ce dont on parle. Donc, oui, c'est ça, Jérôme. Donc, qu'est-ce que je vous disais moi? Ah oui, je vous parlais de la de la réunion qu'ils avaient eue, autour de la enfin tout près de la centrale électrique, de Cergy-Pontoise et cette photo a été publiée dans le journal, Le Matin, le 18 août 1980. Pour la promotion du livre, les 3 amis passent dans l'émission Temps X, présentée par les frères Bogdanov le 26 avril 1980. Pour les anciens, vous allez remettre tout de suite quelle est cette émission. Franck Fontaine évoque ce souvenir, sa rencontre avec Orio. Orio, qui est un extraterrestre, un type sympa, beau, au grand front. La scène, quelque peu réaliste, montre Jean-Pierre en train d'être hypnotisé pendant que Franck discute avec l'un des frères Bogdanov. C'est à ce moment-là que les 3 compères expliquent que les entités ont donné rendez-vous aux hommes et ce sera le 15 août 1980 à Cergy-Pontoise
Interrogé à la question de Franck Fontaine, qui va expliquer: «J'ai une confiance aveugle en ce ils m'ont dit. Il n'en fallait pas plus pour déclencher une hystérie collective et plus de 2000 personnes vont se rendre à Cergy-Pontoise dans l'espoir de voir les extraterrestres débarquer. Mais personne ne viendra.» Moi aussi, j'aimais beaucoup cette émission. Non, c'était pas eux les extraterrestres. Mmh. Oui, exact, exact, comment Métos, tout à fait. Mais je vous dis, on en avait parlé quand on a parlé de tout ce qui était secte, on avait fait plusieurs, dossiers sur plusieurs sectes différents, dont celle, qui est connue dans le sud de la France, à Castellane. Mais je vous dis, il y a un créateur de contenu qui en a parlé il y a pas si longtemps que ça, et il est dans les tribunaux à cause de ce qu'il a raconté, alors que, bah, il a raconté des histoires, pas nécessairement qui étaient fausses, hein, mais bon, comme il a parlé de lui et que lui, il est encore vivant, il l'a attaqué en justice. Un nouveau rendez-vous est fixé par les 3 Jeanne de Pontoise le 15 août 1983. Donc 3 ans après. Sauf que l'histoire commence à prendre du plomb dans l'aile et le Guépane, hein, ou le Gépane, parce que je ne sais pas comment ça se dit, qui a enquêté de son côté, publie un rapport dans lequel il parle d'affabulation. Le groupe remet en cause certains témoignages des 3 personnes en pointant de nombreuses zones d'ombre. 2 mois avant le nouveau rendez-vous entre l'humanité et les extraterrestres, Gepant, OK, à Cergy, Jean-Pierre craque et révèle à tout le monde que c'est faux. Il dira plus tard dans Le Parisien, en date du 7 juillet 1983, que l'affaire de Cergy-Pontoise est bidon, du début à la fin. J'en suis le seul responsable, c'est moi qui ai tout organisé, tout monté. Je peux le prouver. Et Franck a passé les 8 jours de disparition dans l'appartement d'un ami à Pontoise et raconte que c'est lui qui lui a conduit et que c'est lui qui l'a ramené. À l'entente, il aurait fait ça pour rassembler les gens dans un message de paix. Alors, il y a 2 possibilités. Soit c'est la vraie vérité, oui, ça s'écrit comme ça, G-E-I-P-A-N, mais Jérôme, il a mis Guépane parce que ou Gépan pour me dire comment ça se disait. Ce qui est bizarre, c'est pourquoi ils ont affirmé tant de choses pendant autant d'années. Alors est-ce qu'il a vraiment vécu ça déjà? Heu, la deuxième chose, est-ce qu'il n'a pas, vécu, des pressions? J'ai pas honte, j'ai pas ah OK, j'ai pas OK, merci, Carpaccio. Donc malgré tout, Franck et Salomon maintiennent leur version, coûte que coûte et ainsi le rendez-vous du 15 août 1983 est tout de même relayé par la presse. Des centaines de personnes reviennent dans le champ de Chouin, là où aurait disparu Franck, 4 ans plus tôt. Mais encore une fois, rien du tout. Les 3 protagonistes ont rapidement disparu après toute cette affaire. Ils désirent tourner la page. Alors, il y a de nombreuses hypothèses qui ont été avancées et expliquées sur, l'affaire de Cergy-Pontoise. Du simple canular au mensonge à visée lucrative, en passant par une expérience psychologique menée par un groupe mystérieux,
Cette dernière hypothèse, quelque peu farfelue, est soutenue par un astronome, Jacques Vallée, dans le livre OVNI, Retour sur l'affaire de Cergy-Pontoise, qui aurait à voir avec une opération menée de toutes pièces par une agence ministérielle à travers laquelle se dessinerait l'empreinte des services secrets français. L'affaire de Cergy-Pontoise serait alors une manipulation d'opinion cohérente à étudier la façon dont réagit le public, les médias, les forces de police, les milieux scientifiques face à un événement tel que celui-là. Pour les amoureux de théories les plus folles, cela peut se tenir pour les autres. On dira simplement que les trois potes de Cergy-Pontoise étaient sans doute des types un peu paumés et qu'ils avaient besoin de se montrer, et cetera. Repose-toi bien, Jérôme, prends soin de toi. Donc, du coup, encore une fois, hein, c'est comme toutes ces histoires d'abduction, parce que là, c'est vraiment une série d'abductions puisque, il a été enlevé. C'est pas juste une apparition, c'est pas juste quelque chose qu'il aurait vu. Non, ça va plus au-delà de ça, puisqu'il aurait disparu. Donc mais on ne saura jamais, la vérité parce qu'on ne saura jamais s'il a vraiment vécu quelque chose, s'il a vraiment vu quelque chose. Est-ce qu'il a eu des pressions et que du coup il s'est rétracté? Il y a plein, plein, plein de possibilités. Après, il y a aussi peut-être le fait qu'il y a eu beaucoup de railleries par rapport à ça. Ouais, ouais, t'inquiète pas, il y a pas de souci. Donc ça, c'est une possibilité aussi, j'ai des frissons. Tu n'as pas, du Dafalgan, effervescent? Parce qu'en prenant ça, peut-être que ça pourrait te faire transpirer et éliminer. Après tu peux boire, du lait chaud avec du miel, du café avec du rhum, du vin chaud avec du sucre. Tout ça, ça fait éliminer, hein. Ça fait transpirer, ça fait éliminer les microbes. Mais, je vais te donner le en plus, je l'ai envoyé à Choupi, je pense, attends. Normalement, la recette là que je te dis, je l'ai envoyée à Choupi. Où est-ce qu'elle est? Choupi, elle est là. Heu, parce que je lui ai dit d'aller chercher du miel en plus. Il y a la tisane que je lui ai envoyée, je lui ai envoyé ça. Voilà, antibiotiques fait maison. Heu, attendez, hein, je vais faire ça de suite, hein, si je lui envoie hop, hem, voilà ici. En plus, je lui ai envoyé 2 fois le panneau, donc elle peut mal de pas l'avoir vu. Bah, j'espère que je vais savoir tout envoyer sur Discord, hein, parce que je vais le mettre dans le salon. Attends, antibiotiques naturels fait maison, copier. Parce que bien souvent, c'est trop long, je dois retirer des trucs. C'est ça qui me casse les pieds, en fait, Alors, je le mets dans aromathérapie et naturologie. Hop, voilà. Je mets le truc qui va avec. J'ai pas assez de temps pour tout mettre partout, c'est ça mon problème. Il faudrait aussi que je mette dans les blogs, hein, mais voilà.
et je vais t'identifier dedans, arrobase, Falcom. Voilà, on va continuer, hein, mais ainsi, ainsi, il a ce qu'il lui faut. Voilà. S'il te plaît, Ryan. Voilà. Ah. Qu'est-ce qu'elle dit, Véro? J'ai pas vu son commentaire. Oui, c'est ça. Sinon, tu fais l'eau chaude, miel, citron et rhum sous la couette, tu transpires de ouf et le lendemain, ça va mieux. Oui, c'est ça. Oui, oui, mais vous avez dû prendre un antibiotique, certes, mais ce que je t'ai envoyé là, c'est à prendre tous les jours. Salut Twitch Atom, bienvenue à toi sur le live. Hein, faites gaffe les gens. Si vous venez troller, débrouillez-vous avec les modos. Hein. Alors, la deuxième histoire. Oh, et ça va, c'est bon. Il m'ennuie. La deuxième histoire est, est un truc qui est connu aussi. C'est l'incident de l'école d'Ariel, qui est considéré par de nombreux enquêteurs comme l'un des cas les plus solides de l'histoire de l'ufologie, en raison du nombre de témoins et de la cohérence de leur récit. Il y a le contexte et le timing. Le vendredi 16 septembre 1994, vers 10h15, pendant la récréation du matin, à l'école d'Ariel, une école privée coûteuse et multiculturelle située à Roua, à environ 20 km de Harare, au Zimbabwe. C'est pour ça que je vous disais que les cas d'aujourd'hui, ils sont tous dans des endroits différents du globe. Absence d'adultes parce que les professeurs étaient en réunion à l'intérieur. La seule adulte à proximité est une maman qui gérait la boutique de bonbons et qui n'a rien vu parce qu'elle était occupée. Les enfants sont 62 au total, âgés de 6 à 12 ans, et ils ont rapporté avoir vu 3 à 4 objets argentés en forme de disque ou de cigare selon certains, volant au-dessus d'une zone de brousse impraticable située juste au-dessus de la clôture de l'école. L'un des objets serait descendu et aurait semblé flotter juste au-dessus du sol et s'y serait posé. Les objets apparaissaient et disparaissaient de manière saccadée, comme s'ils clignotaient d'un endroit à l'autre. La rencontre, c'est ici que le récit devient précis. Ce sont de petits êtres, environ 1 mètre, qui sont sortis de l'engin. Les enfants les ont décrits avec une peau très pâle, une tête large, un cou mince et d'immenses yeux noirs en forme de ballon de rugby. Ils portaient une combinaison noire moulante et brillante. Les êtres ne marchaient pas normalement, ils semblaient glisser ou se déplacer au ralenti, comme s'ils étaient filmés en stop motion. Les plus petits ont paniqué et pleuré, pensant qu'il s'agissait d'un démon maléfique de folklore local, et les plus grands en sont restés fascinés. Beaucoup d'enfants ont affirmé avoir reçu des informations sans que l'être ne parle. Encore une fois, la communication par la transmission de pensée, par la télépathie. Les messages passés par les yeux, disent-ils, et un avertissement écologique majeur. Les enfants ont raconté avoir vu des images de la terre détruite, des arbres mourants et une humanité en péril à cause de la technologie.
Une élève a même résumé: «Il nous a dit que nous ne faisions pas attention assez à la planète». Je suis désolée, hein, mais cette histoire-là, les enfants, on a dit qu'ils a enfin, vous verrez après, on va en parler, mais les enfants, on a dit que c'était un truc, de d'hallucination collective, mais je trouve ça vraiment, très étrange, ta gruyère, parce que malgré tout, ça se rapproche encore tellement fort de d'autres histoires vécues. Sauf que dans ces années-là, ici, ce serait maintenant, on dirait: «Ah mais les enfants, ils ont vu des trucs sur internet». Sauf qu'en 1994, les enfants, ils n'allaient pas sur internet. Il y avait pas internet comme maintenant, donc on ne savait pas inventer. Comment ils auraient pu savoir, hem, comment ils auraient pu savoir que justement, il y avait en forme de cigare? Ça, ils auraient pas pu le savoir puisque c'est en général pas montré dans les films, hein. Dans les films, les soucoupes sont toujours rondes. Comment aurait pu-t-il savoir qu'il y avait les trucs d'écologie? Parce que quand vous regardez, là maintenant, nous sommes en 2025, enfin en 2026 même, et bien, la terre, les arbres mourants, l'humanité en péril à cause de la technologie, c'est d'actualité. Un célèbre psychiatre de Harvard, John Mack, s'est rendu sur place peu après et ses conclusions ont changé la donne. Après avoir interrogé les enfants individuellement, il a déclaré qu'ils ne présentaient aucun signe de psychose ou d'hallucination collective. Il a demandé aux enfants de dessiner ce qu'ils avaient vu. Les 62 dessins présentaient des similitudes frappantes. Soucoupe argentée, être aux yeux noirs, alors que les enfants n'avaient pas pu se concerter. Mac a été frappé par la sincérité émotionnelle des enfants qui semblaient traumatisés par ce qu'ils avaient ressenti plutôt que par ce qu'ils avaient vu. C'est vrai, j'ai été gratter des vidéos et regarder, les témoignages des enfants. Après, c'est en anglais, c'est pas sous-titré. Mais les enfants, paraissent vraiment, apeurés et d'autres maintiennent vraiment leur version. 30 ans plus tard, le réalisateur Randall Nickerson a retrouvé les témoins pour le documentaire Ariel Phenomenon en 2022. Aucun d'entre eux ne s'est rétracté. Ils maintiennent tous leur version. Malgré les moqueries subies au fil des années, certains affirment que cette expérience a totalement changé leur vision de vie et l'environnement. Oui, mais quand tu regardes, ça leur a fait comprendre certaines choses. Donc est-ce que c'était pas voulu? Parce que quand tu regardes, c'était des enfants, celles-là. Des enfants qui allaient devenir adultes, donc des enfants qui allaient peut-être comprendre l'importance justement de faire les choses autrement. Au final, vous avez 2 visions opposées pour équilibrer, les incidents. Les arguments des croyants, témoins et enquêteurs. Ceux qui soutiennent la véracité de l'événement s'appuient sur la psychologie et la constance des récits. Impossibilité de canular organisé. À l'époque, les enfants n'avaient pas accès à internet ou à la télévision par satellite, très rare au Zimbabwe en 1994. Ils n'avaient pas de culture ufologique préalable. Et la deuxième, c'était la sincérité émotionnelle. Elle m'ennuie, elle est toujours en train de s'éteindre. Le docteur John Mack a noté que les enfants présentaient des signes de stress post-traumatique. Ils n'étaient pas fiers de leur histoire. Ils étaient terrifiés et bouleversés. Et leur témoignage à l'âge adulte, dans le documentaire de Ariel Phenomenon,
Ce sont des témoins comme Emily Trim ou Salam Siddiq qui racontent avec émotion comment cette vision a dicté leur vie. Engagement écologique, sensibilité artistique, et cetera. Ils n'ont jamais changé une chose dans leur récit en 30 ans. Et puis, vous avez les observations radar, parce que quelques jours avant l'incident, il va y avoir de nombreux signalements d'OVNI qui ont été faits dans toute l'Afrique australe par des pilotes, par des civils, suggérant une vague dans la région. Donc, c'est totalement possible que ce qu'ils aient vécu soit la vraie réalité. Après, vous avez les explications des sceptiques, parce que ça, il y en aura toujours, et c'est bien de les regarder aussi. Eux, ils chercheront toujours une explication rationnelle. Alors, ils parlent d'hystérie collective, même si il y a quand même quelqu'un, un psychiatre, qui dit que c'est pas vrai. C'est l'argument principal, hein, dans un groupe d'enfants stressés, une rumeur, une vision mal interprétée par un leader qui peut se propager instantanément. Les enfants finiraient par croire avoir vu la même chose pour s'intégrer à un groupe. L'influence des enquêteurs. Certaines critiques, comme l'écrivain Brian Dunning, affirment que les entretiens menés par l'ufologue local et le docteur John Mack étaient orientés en posant des questions suggestives. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit sur la Terre? Ils auraient involontairement fabriqué des souvenirs aux enfants. Et du coup, les enfants, ils auraient dit, bah, il y a un problème au niveau de la Terre, il faut faire attention, etc. Puis vous avez l'interprétation culturelle. Le Zimbabwe traversait une période de sécheresse. L'idée d'un message sur la nature pourrait être une projection des préoccupations des adultes que les enfants auraient captées et transformées en récits extraterrestres. Et troisièmement, vous avez la méprise visuelle, parce que certains suggèrent que les enfants auraient pu voir des travailleurs locaux dans des tenues inhabituelles ou un phénomène atmosphérique rare. Leur imagination aurait pu également faire le reste. Donc pour conclure, eh ben, vous pouvez expliquer que l'affaire de l'école d'Ariel reste un mystère non résolu. Soit c'est la preuve la plus solide d'un contact d'extraterrestres groupés, soit c'est le plus fascinant de la puissance de la psychologie humaine et de la création de mythes modernes au sein d'une communauté. Mais ce qui m'interpelle, moi, et qui me dérange, c'est que justement, ce soit des enfants. La version originale, c'est la vérité. Il y a toujours des personnes qui n'y croient pas. Exactement. Attendez, je vais éteindre le chauffage, j'arrive. Je suis en train de cuire, moi. Me revoilà. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Stella. De toute façon, quand j'aurai terminé de vous en parler, je vous montrerai les photos parce que j'ai des images de leurs dessins. Ça, je les ai pris, j'ai pu les trouver. Alors, le dessin de l'engin, qui est une soucoupe classique, la majorité des enfants ont dessiné une forme
de disques, de soucoupes avec une coupole, sur le dessus. Beaucoup ont rajouté des lumières rouges ou vertes sur les côtés. Ils montrent que malgré l'absence de télévision, parabolique ou de films, eh bien, à l'époque au Zimbabwe, la forme décrite correspond, exactement aux critères standards des ovnis occidentaux. 2, le portrait de l'être, les grands yeux noirs. La description de ce dessin se concentre sur le visage. On y voit une tête chauve, un menton pointu, surtout des yeux en forme d'amande qui occupent la moitié du visage. L'être porte souvent une combinaison, noire moulante. C'est l'élément le plus terrifiant pour les enfants, hein. C'est à travers ces yeux, qu'ils disent qu'ils ont, reçu un message. Ça, c'est la chose qui les ont terrifiés. Le dessin du petit, Francis Chirimutin est l'un des plus célèbres dans l'apparence de l'entité et la scène d'ensemble, eh bien, c'est l'être à côté de l'engin. C'est un dessin qui montre l'engin posé sur le sol, au milieu de la brousse, avec des herbes hautes et des arbres, et l'être debout à côté de la soucoupe ou en train de se déplacer. Ça permet de situer l'action. On voit bien la limite entre la cour de récréation et la zone sauvage où l'objet aurait atterri. Donc il y a plein de dessins. Il y a le dessin aussi de Émilie et de Lycile qui illustre parfaitement cette mise en situation. Donc du coup, je vais vous montrer les dessins. Attendez. Tac. Je dois mettre ça ici, comme ça. Hop. Alors, partage d'écran. Non, je dois le mettre ici plutôt. Partage d'écran. Partager l'écran. Tout l'écran. Partager. Voilà, je vous l'ajoute là. Je me disparais et je vais vous les montrer. Attendez. Alors, ça, c'est pour le Japon, je pense, oui. Alors, vous avez celle-ci. Attendez, hein, parce que je dois les agrandir. Vous avez ce dessin-ci, déjà, qui est le premier. L'espèce de soucoupe. Après, ce sont des dessins d'enfants, hein, entendons-nous bien. Puis vous avez celui-là. Attendez, parce que chaque fois, il s'ouvre sur mon écran ici. Voilà. Vous voyez, on voit le soleil, les arbres, les hautes herbes et la soucoupe. On voit bien que ce sont des dessins d'enfants. Puis, vous avez celui-ci. Hop. Qui représente la soucoupe en fond. Vous voyez les arbres, les herbes et les petits êtres, et eux, ils les ont représentés tout en noir. Puis, vous avez celui-ci encore, qui est moins, il y a moins de frioriture. Après, c'était des enfants entre 6 et 12 ans, donc quelque part, un enfant de 6 ans ne va pas dessiner comme un enfant de 12 ans. Puis vous avez celui-ci. Voilà. Je les ouvre l'un sous l'autre, hein, je les fermerai après. Puis vous avez ceci, qui est les dessins. Donc les dessins mis l'un à côté de l'autre. Vous avez le dessin de un des enfants, puis d'un autre, et puis d'un autre, et puis d'un autre. Donc vous avez tous les dessins mis les uns avec les autres. Celui-ci,
qui est aussi un dessin. Voilà. Ça, c'est, la soucoupe volante dont ils ont parlé, pas la longée, mais celle, qui était en forme de cigare. Yellow Submarine et attendez, celui-ci, ah oui, celui-là, c'est vrai qu'il est intéressant parce que, vous voyez, en fond, vous avez une forêt, normale et attendez, parce que moi j'ai mon dossier là ouvert, donc je ne vois pas, ce que je vous montre niveau commentaires et ça, c'est l'image du dessin, qui a été refaite. Donc vous avez les arbres, la faune, le truc là, allez, le masque là, espèce de masque, et ce que vous voyez à l'extérieur et en fait, tout ça, c'était redessiné quasiment de la même façon et le dernier, je pense que c'est celui-là. Oui, voilà, il y a même le nom du petit garçon. Brian Robbins. Voilà. Lui, il a encore fait un petit être, comme ça, près d'une forêt et la soucoupe volante et celui-ci, c'est celui-là. Attendez, je vous montre. Attendez, je veux vous l'agrandir comme ça, parce que comme elle est allongée, je peux pas la zoomer de trop ou alors je dois la zoomer, mais vous la faire descendre. Voilà. Alors ça, c'est de leur cours, vous voyez, avec la balançoire, l'espèce de truc en forme de cigare, puis vous avez les arbres avec la soucoupe volante. Une autre, soucoupe volante qui était dessinée, vous avez même des noms. La soucoupe volante avec le petit être et là, vous avez, les dessins, des qu'ils ont fait des êtres, qu'ils ont vus. Ils ont dit 1 mètre. Ils ont dit 1 mètre. Alors, c'est tout, hein, je pense. Attendez, je regarde s'il y en a encore d'autres, mais je pense que c'est tout. Je pense que je vous les ai tous montrés. Oui, c'est bon. Voilà. Voilà, je reviens et maintenant je ferme tout. Hop et hop. Voilà. Mmh. J'ai une réplique en vrai au salon de l'auto. Oui, Nancy, elle me l'avait dit. Mais, c'est pas une vraie réplique, hein, ça a été créé, hein, pour le salon. Parce que d'un salon à l'autre, la réplique n'est pas pareille. Mais, les répliques sont faites, pour justement, attirer l'œil. Donc, voilà, ça c'était pour, ce cas-ci. On en a encore un à parler qui se situe au Japon. Voilà. Ah bah, tu es revenu ici, chachou? Il s'était endormi sur le tapis. Repose-toi bien, choupi, on prend soin de toi. Ouais, on n'avait pas le droit de photographier, je sais. Et la dernière légende des ovnis au Japon,
C'est l'apparition d'un vaisseau et d'une femme mystérieuse et là, on retourne en arrière parce qu'on retourne au 19e siècle. Au Japon, déjà 140 ans avant que n'apparaissent les témoignages sur les ovnis aux États-Unis, un étrange récit relate dans plusieurs documents, du, 19e siècle qui raconte l'apparition réelle d'une embarcation, en forme de disque qui se serait échouée sur l'archipel en 1803 avec à son bord une femme aux cheveux rouges et parlant une langue inconnue. Nous avons demandé des précisions donc, sur cette histoire-là, qui s'est longtemps prolongée sur cette histoire intitulée Utsuro Bun. Donc, je peux vous l'écrire dans le chat si vous voulez, parce que je ne sais jamais si je le dis bien. Si Jérôme avait été là, il aurait pu dire: «Ah oui, je connais». Donc en 1803, une embarcation en forme de disque dérive en mer et s'échoue sur les côtes du pays de Hitachi. Et il en sort une femme mystérieuse, d'une très grande beauté, vêtue d'un habit étrange, portant une boîte. La personne parle une langue inconnue et des signes mystérieux sont décrits à l'intérieur du vaisseau. Cette histoire, on la mentionne dans un certain nombre de documents sous l'appellation Histoire étrange du bateau vide du pays de Hitachi. Tanaka Kazuo, professeur émérite de l'université de Gifu, a consacré de nombreuses années à l'étude de cette question. Mais tout d'abord, pourquoi s'être attaché à ce sujet bien éloigné de l'ingénierie de l'optique de l'information, sa spécialité d'origine? Ce mystère est basé sur des histoires réelles. Tout a commencé en 1995 lorsqu'est survenu l'acte de la secte Aoum. Les hauts cadres du groupe, qui se trouvaient au centre de l'attention depuis les prophéties et les lévitations du gourou, étaient des scientifiques de haut niveau. Et là, il a commencé à donner des conférences à l'université pour étudier scientifiquement les phénomènes paranormaux. Et comme matière à cette réflexion, il a réuni des données sur le phénomène des ovnis américains et des légendes japonaises. C'est dans ce processus qu'il a été amené à connaître cette légende dont je vous parle, qui s'est produite au Japon. Depuis, pendant l'époque d'Edo, donc de 1603 à 1867, bien avant l'émergence des histoires d'ovnis aux États-Unis, il y a des documents qui parlent de cette histoire qui ressemble à celle des vaisseaux volants en forme de disque. C'est là que ce monsieur va trouver ça très intéressant. Un phénomène des ovnis attire pour la première fois l'attention du public le 24 juin 1947, quand les médias rapportent l'histoire d'un homme d'affaires américain nommé Kenneth Arnold, qui aurait été témoin d'une soucoupe volante. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'affaire Arnold. Depuis, les témoins de tels phénomènes se multiplient dans le monde entier. Et parmi eux, citons les plus célèbres, comme l'incident de Roswell, où un ovni se serait écrasé, au Mexique en 1947, mais ni carcasse de vaisseau spatial, ni cadavre d'extraterrestres n'ont été récupérés. Le fameux corps de l'extraterrestre de Roswell était une supercherie, dit-on. La seule chose que nous avons, ce sont des vagues récits de témoins
C'est le cas de tous les récits sur les ovnis dans le monde entier, des mystères sans substance. Or, le mystère de Itsuro Bun, lui, est un vrai sujet pour les chercheurs dans la mesure où il est amplement documenté par des textes. Les Utsuro-bun, mot qui désigne de façon générique les phénomènes de navires fantômes, sont l'objet d'une riche tradition pendant l'époque d'Edo. Le corpus étudié par Monsieur Tanaka concerne un événement qui se serait produit en 1803 sur le rivage du pays de Hitachi. Plusieurs documents anciens présentent des illustrations d'un véhicule étrange et d'une très belle femme. Bounet? Ok. Cette jeune femme était avec ce véhicule étrange. Bonsoir, Crocharou, comment vas-tu? L'un de ces documents est un recueil de rumeurs étranges publié en 1825 sous le titre Roman du Jardin des Lapins. L'auteur d'un roman, d'un autre roman connu au Japon, qui avait réussi grâce à son cercle littéraire, tout simplement. Comme ça, comme un vendredi, et toi? Comme un vendredi aussi. Les ouvrages sont connus depuis longtemps, mais il existe aussi divers écrits beaucoup moins connus, comme Notes de l'abri du Rossignol, Notes au fil du pinceau, ou des recueils de récits de navires à la dérive, qui transcrivent des articles écrits sur les Japonais qui ont dérivé jusqu'à l'étranger sur des navires étranges qui sont venus s'échouer au Japon. Au début, on pensait que l'histoire de Utsuro Bune était tout simplement un baleinier russe, encore, qui s'était sans doute échoué sur les côtes japonaises et dont le récit s'était transmis avec certains enjolivements. Mais aucun document administratif officiel parle d'un naufrage à cet endroit-là, à cette époque correspondante. Rien n'a été retrouvé. En revanche, il y a de nombreux documents qui font jour et qui sont venus enrichir le contexte. On compte aujourd'hui 11 documents différents traitant du Utsuro Bune de Hitachi, dont 2 d'un intérêt tout à fait particulier. Ces derniers relatent des événements survenus en 1803. L'un est répertorié comme étant le document Mito et appartient à un collectionneur de documents anciens résidant à Mito même. Monsieur Tanaka a remarqué que le vêtement de la femme dessiné dans le document ressemble étrangement avec le costume des rituels de la cérémonie pour les esprits des vers en soie. Un temple qui est dédié à la sériciculture de la ville de Kamisu. La préfecture d'Ibaraki est connue pour la légende de la princesse Kojiki. Cette princesse est liée à la naissance de la culture du ver à soie et de Bouddha, qui est représenté lui-même sous les traits de justement cette princesse. C'est un conte. Dans ce conte, la princesse Kojiki, qui voyageait sur une arche en bois en provenance d'Inde, s'échoue sur les rives du pays de Hitachi. Elle enseigne la culture du ver à soie par gratitude envers le couple d'habitants qui l'ont sauvée avant de monter au ciel. Dans le document Mito, les vêtements de la femme présentent des différences remarquables avec les 10 autres.
et ce sont les seuls qui rapportent fortement le conte de la princesse. Mais Monsieur Tanaka, lui, il est probable qu'à l'annonce d'un naufrage sur les rivages, les responsables du temps aient une opportunité de faire un peu de promotion pour leur temple. Donc, pour lui, quelque part, ben, ils se sont saisis de ça pour faire une promotion du temple. L'autre document, un porte mis en lumière, est un document du clan Ban, conservé par un maître, chercheur et pratiquant du Nichutsu de Koka. Les autres documents décrivent le lieu d'arrivée du vaisseau, comme le fief du voyageur de Ogasawara. Donc, il est question de la plage, tout pareil, un lieu qui existe bel et bien et figure sur la carte dessinée par le célèbre cartographe. Il s'agit bien évidemment de la ville de Isaki. Toutes les autres sources sont contradictoires. Il n'y a jamais eu de fief du seigneur de Ogasawara dans les environs de Kashima. Alors que le document Ban, on parle de lieux qui existent vraiment. Donc, c'est un peu fouillis. Il ne saurait être question de fabriquer de fausses informations dans ce cas-là, ce qui donne à ce document un document de confiance, explique Tanaka. Je vous montrerai les photos après. Ouais, c'est ça. Le vaisseau, encore une fois, c'est un disque avec un caractère mystérieux. Et eux, ils racontent que c'est une légende, justement. Et c'est ça qui est un peu compliqué parce que comme c'était en 1803, le plus étrange, c'est que les dessins d'une embarcation en forme de disque accompagnent tous les récits. Il expliquera, donc M. Tanaka, qu'il a l'impression que cela est basé sur un événement réel. Le problème, évidemment, c'est que le pays était pratiquement fermé à l'époque et à supposer qu'un navire étranger se soit échoué et que des étrangers aient mis le pied sur le sol, cela ne pouvait pas passer inaperçu. Donc les autorités locales auraient nécessairement procédé à une enquête et on devrait y trouver des traces. Comme par exemple, en 1824, il y a des marins anglais qui se sont échoués sur la plage de Otsuma et ça a conduit l'année suivante à un décret d'expulsion de tout navire étranger. Donc, en fait, quand il se passait quelque chose, c'était noté et il y avait des choses qui étaient faites en amont pour que ça ne se reproduise pas. Or là, il n'y a aucun document. S'il y avait eu un bateau qui se serait échoué ou quoi que ce soit, ça aurait été noté quelque part. Les vêtements de la femme sont différents selon les documents, comme sont différents la forme et la taille du vaisseau en forme de disque lui-même. Donc, il n'est pas établi que ce soit des documents là, que ce soit un document fiable, mais par contre, les deux dont je vous ai parlé, qui étaient dans les archives, ceux-là considèrent que l'accostage d'Itsuru Bune est une réalité. Ça fait beaucoup de mystères. On dit qu'il s'agirait de signes comme ceux qui forment des frises autour des escampes. Effectivement, il est possible que ce soit des signes décoratifs et évidemment, la possibilité qu'il s'agisse d'une écriture extraterrestre n'est pas totalement nulle non plus, dit Tanaka. Dans l'avenir, on trouvera peut-être, dit-il, de nouveaux documents concernant cette histoire parce qu'il n'a pas laissé, il n'a pas encore terminé avec cette histoire-là.
Et c'est l'intérêt particulier de cette légende que de permettre diverses hypothèses. Il est tout de même extraordinaire de penser que 140 ans avant la légende des ovnis, il existait une histoire au Japon susceptible de faire travailler autant l'imagination. Cela renforce le sentiment de la richesse et de l'intérêt de la culture japonaise. Oui, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore eu de faits, ni aux États-Unis, ni en France, ni nulle part ailleurs. C'est vraiment là, au Japon, qu'on a les premières traces justement de ce fait-là. Je vais vous montrer les images. Alors, attendez, hein. Hop, partage d'écran. Tac, ajouter. Je disparais. Bon, attendez. Hop, voilà. Voyez, ça, c'est le dessin qu'il y a de la soucoupe volante, de la jeune femme, sauf qu'elle n'a pas été représentée avec les cheveux rouges comme ils expliquent dans la légende. Oui, c'est ce que disait, Jérôme, je pense tout à l'heure, je pense que c'est Jérôme qui en parlait. J'ai entendu vaguement cette histoire-là passer, tout à l'heure. Puis vous avez celle-ci. Attendez, voilà. Ça, ce serait le vaisseau. Après, toutes les écritures, elles sont pas traduites, hein, parce que ce sont des documents, japonais, bien évidemment. Hem et alors celle-ci, c'est aussi un écrit, l'écrit dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est la soucoupe, c'est, la personne qui était à son bord et toutes les explications, concernant cette histoire-là. Donc voilà, et de là est sorti, ceci: The Mystery of, Utsuro Bune, l'ancien UFO au Japon. Il y a un nom, hein, c'est, Shoshi Kamon qui a écrit. Il y a des écrits, un livre qui a été fait là-dessus. Donc il y a quand même, des documents là-dessus et des recherches qui ont été basées, dessus, et en fait, moi, j'étais très étonnée parce que je n'avais jamais entendu parler de cette histoire, et pourtant Dieu sait, si, je m'intéresse à tout ce qui est ufologie. Attendez, je reviens. Et je n'avais jamais entendu parler de cette histoire-là, ni de nulle part. Donc c'est quelque chose qui n'est pas vraiment mis en avant, et pourtant c'est assez intéressant.